Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Convaincre les consommateurs de réparer leur électroménager plutôt que de le remplacer. C'est le défi de Guy Pézacou, le patron de Murphy. Avec Pierre-Nicolas Schwab, il évoque les premiers succès de sa start-up, mais également les difficultés de ce marché. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Into the Minds. Aujourd'hui, je reçois Guy Pézacou, le PDG, cofondateur de Murphy. Bonjour Guy. Bonjour Pierre-Nicolas. Merci de nous accorder ce temps pour ce podcast. Donc, 2020, nouvelle manière de mener ce podcast. Nous avons défini 6 chapitres. Et le premier chapitre de ce podcast, c'est votre expérience entrepreneuriale en 9 points. Quels sont vos 3 chiffres clés? Quels sont les 3 conseils que vous donneriez? Quelles sont les 3 compétences que vous jugez indispensables pour la réussite de votre startup? Alors, les 3 chiffres clés de Murphy, donc, c'est que nous nous sommes lancés il y a maintenant 18 mois. En 18 mois, nous avons réparé 16 000 appareils électroménagers et aujourd'hui, nous sommes 60 collaborateurs dans l'entreprise. Quels sont ensuite les 3 conseils que vous donneriez à ceux qui nous écoutent pour bien démarrer sa start-up? Conseil que je donne, c'est de vraiment s'accrocher au début parce que c'est pas facile, mais il faut s'accrocher pour y arriver. Deuxième conseil, ce serait de vraiment écouter votre entourage pour jamais aller tête baissée dans une direction qui n'est pas la bonne. C'est le plus grand piège pour des entrepreneurs, qu'on arrive à se convaincre nous-mêmes que ce qu'on fait, c'est vachement bien. Et en fait, on a oublié un détail majeur. Et enfin, le dernier conseil, c'est de bien s'entourer, parce que le secret, c'est de jamais y aller tout seul, d'avoir des bons associés, des bons mentors, et des gens qui peuvent, quand on va dans la mauvaise direction, nous aider à venir sur le bon chemin. Et quelles sont les 3 compétences que vous jugez indispensables pour la réussite d'une startup? La première compétence, c'est vraiment la vision, puisque finalement, c'est ce qui va driver toutes nos journées, mais aussi celle de tous les collaborateurs. C'est ce qui fait que les gens vont venir le matin en se disant génial, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose d'exceptionnel dans lequel je crois absolument. Ensuite, la deuxième vision, c'est vraiment le management, parce que quand on entreprend, on a généralement des problèmes qui sont trop gros et trop compliqués pour nous. Du coup, on va le découper en petits bouts pour en donner un morceau à chacun. Et quand on donne un bout du problème à quelqu'un, il faut aussi l'aider à le résoudre, sinon ça fonctionne pas. Mon dernier conseil, la dernière en tout cas qualité qui me semble nécessaire, c'est vraiment l'écoute et la remise en question, parce que quand on entreprend, il faut en permanence se dire est-ce que ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ce que je fais c'est la bonne chose, et c'est comme ça qu'on avancera hyper loin. Dans le deuxième chapitre, dans la deuxième partie de ce podcast, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse de l'idée de l'entreprise. Comment est-ce que Murphy est né? Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous rappeler quelles sont les activités de la société? Donc Murphy, c'est une entreprise de réparation d'électroménager qu'on a créée il y a 18 mois. On a aujourd'hui 3 offres. La première, où on met à disposition des tutoriels gratuits pour aider les consommateurs à réparer leurs produits électroménagers tout seuls. Donc on parle de gros électroménagers, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Si jamais la réparation elle est trop compliquée pour que les consommateurs le fassent tout seuls, dans ce cas, ils peuvent faire appel à nos techniciens, qui sont des salariés de l'entreprise. Tout ça pour un forfait de 75 € qui comprend tous les déplacements et la main-d'œuvre. Le seul truc qui n'est pas compris dans ce forfait, c'est le prix des pièces détachées si jamais elles sont nécessaires. Et à ce moment-là, en fait, on fait un devis au client qu'il est libre d'accepter ou de refuser. Et si jamais il refuse le devis parce que les pièces coûtent trop cher, les délais d'approvisionnement sont trop longs, alors à ce moment-là, on lui rembourse les 75 € sous forme d'avoir, ce qui lui permet d'acheter un produit reconditionné chez nous. Donc on a nos techniciens qui aujourd'hui travaillent à 80% sur la route, à 20% en atelier pour reconditionner des machines. Donc c'est une bonne idée parce que ça permet aux consommateurs de ne pas prendre de risques et si jamais la réparation est trop chère, d'opter pour un produit reconditionné, mais tout ça un peu dans le respect de l'environnement. Exactement, le consommateur il a jamais l'impression en fait d'être dans une situation dans laquelle il est susceptible soit de perdre de l'argent, soit de se faire arnaquer par un réparateur qui aurait de mauvaises intentions. Et ça, c'est très important puisqu'on on cadre exactement l'expérience en disant si jamais les pièces coûtent trop cher ou les délais sont trop longs, regardez, vous avez notre site e-commerce, vous pouvez recevoir une nouvelle machine dans 2 jours. Et ça rassure énormément en fait les gens. Ça crée la confiance. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de lancer cette entreprise? D'où vient l'idée entrepreneuriale? On est 5 associés à avoir créé Murphy, tous issus de grandes écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce.
Et en fait, il y avait un truc qu'on n'arrivait pas très bien à comprendre et qui nous a fait nous intéresser au sujet des déchets électroménagers, qu'aujourd'hui, il est communément admis qu'acheter un produit qui a été fabriqué en Asie, sourcé via un porte-conteneur à travers le monde, stocké dans un entrepôt continental, stocké dans un entrepôt régional, il y a 2 personnes qui viennent le chercher, qui vous le livrent à domicile, qui l'installent, qui prennent l'ancien pour le donner à un recycleur qui va en recycler pas grand-chose parce que c'est des produits qui sont malheureusement pas très bien recyclables. Et en fait, tout ça, c'est plus intéressant que de faire appel à un technicien qui habite à 20 minutes de chez vous. Et ça nous semblait bizarre. On se dit, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de solution de réparation qui soit simple, efficace et plus performante en tout cas que la distribution de produits neufs fabriqués en Asie, quoi. Donc on peut dire que c'est le constat en fait d'une anomalie que vous avez remarqué vous-même sur le marché. Exactement. Comment est-ce que vous avez, troisième chapitre, comment est-ce que vous avez validé la pertinence de votre idée? Comment est-ce que vous avez fait pour la tester avant de vous lancer? Quand on s'est lancé, on avait deux challenges, trouver des clients et trouver des réparateurs. Du coup, le premier truc qu'on a fait, c'est assez simple. On a fait les réparateurs nous-mêmes, on a isolé les problèmes. Et donc, on allait, sur les 5 associés, on est 3 à s'être formés à la réparation d'électroménager. Et on allait chez les clients faire de la réparation. Donc, on avait une espèce de double vie où le matin, entre 7h et 16h, on faisait de la réparation. Et puis, à partir de 16h, on retournait au bureau pour développer et développer l'entreprise. Donc, c'est une manière intelligente de faire une étude de marché, puisque vous avez fait, un peu sans le savoir, c'est ce qu'on appelle de l'ethnographie. Vous avez été directement au contact du consommateur pour comprendre les besoins, les problèmes, et vous-même jouer au réparateur. Donc, c'est vraiment intelligent. Ça a été quelque chose de très riche et de structurant pour l'entreprise. Déjà, pour notre position en tant que fondateur et associé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un technicien qui peut nous dire qu'on ne connaît pas notre métier, enfin on ne connaît pas son métier. Et ça, en fait, c'est hyper important. Alors, on parle maintenant du démarrage. Comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients? Nos premiers clients, on les a trouvés via notre site internet. On a fait de la publicité sur Google. Enfin, c'est ça le bon côté avec Google, c'est que ça a l'air bien que ça coûte assez cher. C'est un robinet, plus on paye, plus il y a de flux, et plus il y a de flux, plus il y a de clients. Donc notre enjeu au début, c'était de tester notre modèle opérationnel et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens souhaitaient faire appel à nous. Et donc en fait, on a commencé tout simplement pour faire du SIA. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans cette phase de démarrage? Est-ce que ce sont les aspects financiers? Est-ce que c'est les aspects plutôt opérationnels? L'avantage quand on est 5 associés à démarrer, c'est que on a une énorme capacité de travail pour pas cher, puisqu'on s'est pas payé pendant un moment. Donc côté financier, non, c'était pas là au début que c'était le plus compliqué. Ça a été plus tard quand on a commencé à scaler. Au début, ce qui était compliqué, c'était qu'on faisait des choses, mais on savait pas du tout si ça allait fonctionner, quoi. Donc quand on a commencé à mettre un petit budget sur Google AdWords pour trouver des clients, on avait juste pas la moindre idée de ce que ça allait pouvoir nous rapporter. Comment est-ce que vous avez fait pour valider le fait que le marché réagissait positivement? On l'a fait tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans une situation où il vaut mieux se lancer, tester et se confronter pour voir si ça fonctionne, plutôt que d'essayer de faire des études, de comprendre, de modéliser, de rester en fait dans un monde très théorique. Là, on est allé au contact pratique. Hein. On avait notre site internet, on a commencé à générer du flux. S'il y avait des réparations à faire, on y allait. Donc c'était comme ça que on a très vite su que ça fonctionnait et ensuite on a scalé. Est-ce qu'il y a un moment particulier à partir duquel vous vous avez dit là ça fonctionne vraiment bien? Je pense quand on a commencé à recruter nos premiers techniciens, quand on a commencé à avoir 2, 3, 4 premiers techniciens et qu'on a commencé à élargir en fait la zone géographique dans laquelle on intervenait, puisqu'au début on était présent en Île-de-France, puis ensuite on a ouvert du côté de Lille. Et vraiment, quand on a vu qu'à Lille, ça se passait exactement de la même manière qu'en Île-de-France, on s'est dit, OK, on va déployer dans toute la France le plus vite possible et ça va fonctionner, quoi. Donc, ça nous fait une excellente transition pour passer à la 5e partie de ce podcast, pour parler du décollage de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour passer à la vitesse supérieure et pour géographiquement, dépasser les frontières de la région parisienne? La première étape, ça a été de trouver des financements, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, surtout quand on scale. En fait, avoir un petit peu de trésorerie, des moyens, ça permet aussi de travailler de manière un peu plus sereine. Du coup, on a fait une levée de fonds en juillet 2019. On a levé 1,4 million d'euros auprès d'un fonds d'investissement qui fait de l'impact social et environnemental, donc qui est dédié à des entreprises qui essaient de résoudre des problèmes écologiques ou sociaux.
Et ça nous a vraiment permis de déployer notre modèle opérationnel dans quasiment toutes les villes de France, en tout cas les métropoles, puisque maintenant on est présent en Île-de-France, à Lille, à Lyon, Strasbourg, Nice, Toulon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, et bientôt Nantes, Rennes. Et je pense qu'on aura terminé une phase de déploiement national qui nous aura pris 6 mois tout simplement. Est-ce que c'est compliqué justement de gérer cette expansion, de gérer notamment les aspects humains qui sont liés à l'expansion? Oui, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer avec des gens compétents. Il faut être capable aussi de déléguer une partie du problème tout en accompagnant. C'est ça qui est le plus compliqué. Trouver des régions qui vont nous permettre d'être un relais de confiance sur le terrain. Et ça, c'est clairement le truc le plus compliqué et le secret de la réussite. Comment est-ce que vous faites justement pour recruter ces réparateurs qui sont sur place et auxquels vous devez vraiment déléguer et faire confiance? C'est un process qui prend vraiment longtemps. Aujourd'hui, la ressource rare sur notre marché, c'est le réparateur électroménager, puisqu'il y a trop de demandes de réparation et pas assez de réparateurs. Du coup, pour nous, l'enjeu, c'est de trouver les meilleurs, de les fidéliser, de leur apporter de la vision. Finalement, on est l'une des seules entreprises de réparation d'électroménager qui opère à l'échelle nationale avec des process industriels, qui ne soient pas affiliés à un fabricant ou à un distributeur. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, ce qui fait qu'on est vraiment animé par notre vision de réduire le volume de déchets électroménagers qu'on produit chaque année, d'accompagner les consommateurs dans leurs galères, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une panne d'électroménager, c'est d'abord une galère. Ça permet d'attirer les talents et de faire en sorte qu'ils se sentent bien et que quand ils vont travailler le matin, ils se disent je sais pourquoi j'y vais, quoi. 6e et dernière partie de ce podcast, on va parler du futur. Donc, rappelons tout d'abord les 3 chiffres que vous avez donnés au début du podcast. 16 000 appareils réparés, 60 employés, et tout ça en 18 mois. Alors, à quoi ressemble, Guy Pézacou, le futur de votre entreprise? On va continuer sur cette tendance. Là, maintenant, on a en gros 2 techniciens dans chaque région. Donc, notre but, c'est maintenant de faire passer de 2 à 10 techniciens dans toutes les régions. Ce qui fera passer notre réseau de techniciens, qui aujourd'hui est à peu près à 35 personnes, on va le faire passer à 150 puis 200 personnes. Ça, c'est ce qui devrait nous arriver dans les 12-18 prochains mois. Et ensuite, la prochaine étape sera sans doute d'aller chercher de l'international et aussi peut-être du développement sur de nouvelles gammes de produits ménagers, des chaudières, des volets roulants. Alors, si on se retrouve dans 5 ans et qu'on refait un podcast ensemble, ce que j'espère, quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance, de nombre d'employés? Est-ce que vous avez déjà, lorsque vous vous rasez le matin, est-ce que vous avez déjà des rêves? Est-ce que vous y pensez déjà? Évidemment, on y pense, puisque c'est en fait, pouvoir grimper la montagne, il faut savoir où est le sommet et ensuite construire un chemin qui n'est pas forcément la ligne droite, mais construire le chemin. Donc oui, nous, c'est clair qu'on est en fait, à partir du moment où on a décidé de créer Murphy à 5, on a fait le choix de faire une méga boîte, entre guillemets. C'est-à-dire, on a fait le choix, on ne veut pas faire une PME. On n'a pas construit l'entreprise pour que ce soit une PME, on a construit l'entreprise pour que ce soit une énorme boîte. Et oui, dans 5 ans, il est probable qu'on soit, j'espère, 1 millier de salariés dans plusieurs pays en parallèle et qu'on répare littéralement des millions de tonnes de machines. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite pour Murphy, pour votre entreprise, mais également pour l'environnement. Merci Guy Pézacou de nous avoir accordé ce quart d'heure dans votre agenda chargé pour parler de Murphy. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.